Le président français Emmanuel Macron a présenté les priorités de la présidence française de l'Union européenne qui débutera le 1er janvier. Première rencontre entre Emmanuel Macron et le nouveau chancelier Olaf Scholz. Les deux hommes vont incarner le nouveau couple franco-allemand, moteur de l'Union européenne. L'Agence européenne des médicaments donne son feu vert à une dose de rappel après 3 mois, alors que les données sur le variant Omicron restent parcellaires. C'est avec son costume de défenseur de l'Europe que le président français a présenté jeudi les priorités de la présidence française de l'Union européenne qui débutera le 1er janvier. La relance de l'économie et la préservation du modèle européen seront au cœur du programme présenté par Emmanuel Macron. Notre Europe doit être une Europe où on puisse produire, créer de la richesse, être à la pointe de l'innovation. Une Europe aussi qui doit défendre son modèle social, parce que nous n'avons pas les mêmes choix collectifs que l'Asie ou les États-Unis d'Amérique. Le dirigeant français compte défendre pendant ce semestre les valeurs européennes face aux atteintes portées de l'intérieur. Il y a des forces politiques qui remettent en cause ce qui est ce socle de valeurs, de droits qui a fait notre Europe. Et donc nous devons aussi réfléchir à des nouveaux outils, pas seulement de sanctions, mais également d'encouragement, d'accompagnement. Il y a un travail politique profond, car nous devons aussi regarder des pays qui sont en train de douter de la réalité ou de l'efficacité ou de la pertinence de ces valeurs. Toutefois, cette présidence semestrielle de l'Union européenne sera quelque peu entrecoupée. La France sera au printemps prochain en pleine campagne présidentielle. Ce scrutin limitera pendant quelques semaines l'action de Paris auprès de ses 26 partenaires. Premier déplacement international pour le tout nouveau chancelier allemand. Olaf Scholz est attendu à Paris, une tradition depuis le jamais rien sans la France du chancelier Helmut Schmidt dans les années 70 et la naissance de ce qu'on appelle depuis le couple franco-allemand, moteur de l'Union européenne. Cette rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron, qui prendra la présidence de l'Union européenne au 1er janvier, est destinée à montrer la continuité et la stabilité européenne dans le contexte difficile de la crise sanitaire. Lors des sommets franco-allemands précédents, Angela Merkel faisait office de point d'ancrage et symbolisait cette continuité dans la relation entre les deux pays. Mais cette fois-ci, c'est au président français d'endosser le rôle de senior et il aura besoin de tout le soutien possible du nouveau chancelier pour mener à bien l'agenda ambitieux présenté hier pour les 6 mois de la présidence française de l'UE sous la devise relance, puissance et appartenance. En amont de cette rencontre au sommet, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déjà été reçue par son homologue français et par le haut représentant de l'Union européenne. Rassurante sur la poursuite de la collaboration franco-allemande, elle a déclaré que l'Allemagne n'avait pas d'amis plus proches que la France et qu'une Europe forte a besoin d'impulsions franco-allemandes fortes. Face à la propagation rapide et potentiellement plus contagieuse de la souche Omicron, les pays de l'UE intensifient leur campagne de rappel. Si à l'origine il fallait attendre 6 mois avant de recevoir une 3e injection, la France a ouvert sa campagne aux personnes dont la dernière injection remonte à au moins 5 mois et l'Angleterre à 3 mois. Un délai suffisant pour les régulateurs européens. Alors que la recommandation actuelle est d'administrer le rappel de préférence après 6 mois, les données actuellement disponibles soutiennent l'administration sûre et efficace d'un rappel dès 3 mois après la fin de la primo-vaccination, si un intervalle aussi court est souhaitable dans une perspective de santé publique. En Europe, le débat sur la vaccination obligatoire est désormais ouvert. L'Autriche prévoit de l'appliquer dès le 1er février prochain. L'obligation visera tous les Autrichiens dès 14 ans et en cas de non-respect, l'amende devrait être de 3 400 €. Ces dernières semaines, nous avons eu d'innombrables discussions avec des représentants de la jeunesse et des personnes âgées, des responsables religieux, avec des représentants des professions de santé, avec des scientifiques, des sociologues et des économistes. La tendance de toutes ces discussions a toujours été claire. Nous avons besoin d'une obligation générale de vaccination ici en Autriche pour sortir de cette pandémie. Au Portugal, les autorités ont infligé ces derniers jours d'importantes amendes aux passagers arrivant sur leur sol. Près de 600 d'entre eux ont été verbalisés pour ne pas avoir d'attestation de test négatif au Covid-19. De même, 21 compagnies aériennes vont devoir payer une pénalité, accusées d'avoir laissé monter à bord des passagers en infraction aux règles portugaises. Employé ou indépendant? C'est la question à laquelle la Commission européenne veut apporter une réponse avec sa proposition concernant le travail des plateformes numériques telles que Uber ou Deliveroo.
L'institution a présenté jeudi des critères qui permettront de déterminer le statut de ces travailleurs. Autrement dit, des millions de chauffeurs ou de livreurs pourraient ainsi être reclassés comme employés. L'âge moyen est autour de la vingtaine, mais il y a aussi des personnes un peu plus âgées qui ont recours à ces activités comme emploi principal. C'est un argument, car s'il s'agit d'un emploi principal, alors ces personnes ont besoin d'une protection, car elles ont une famille, elles peuvent avoir des problèmes comme des accidents ou des soucis de santé, elles ont besoin d'être protégées. Les travailleurs pourraient être considérés comme des salariés s'ils remplissent deux des critères suivants, à savoir si le niveau de rémunération est fixé, si un uniforme est imposé, si les prestations sont supervisées à distance, si les horaires sont dictés et s'il est interdit de travailler pour d'autres entreprises. Pour les personnes qui seraient ainsi reclassées comme des salariés, cela signifie une protection sociale, un accès aux conventions collectives, la possibilité d'avoir droit au chômage et cotiser pour la retraite. Pour les syndicats, c'est une première victoire. Nous saluons véritablement le texte qui est sur la table. C'est une base solide, avec de bons outils et la possibilité d'apporter des mises en œuvre efficaces. Mais bien sûr, il faut s'assurer que cela s'applique à toutes les plateformes et qu'elles ne changeront pas du jour au lendemain les conditions générales. À travers leur fédération européenne, les plateformes numériques ne cachent pas leurs inquiétudes. Elles estiment que ce changement de statut pousserait 250 000 personnes à quitter leur activité car elles n'auraient plus accès à la flexibilité recherchée. Utiliser son téléphone portable dans un autre pays de l'Union européenne que le sien n'engendrera pas de frais supplémentaires, au moins jusqu'en 2032. Les frais d'itinérance des communications mobiles, dit roaming en anglais, avaient été supprimés en 2017 pour une durée de 5 ans. La mesure, qui était sur le point de s'achever, a donc été prolongée de 10 ans après un accord trouvé entre États membres et négociateurs au Parlement européen. Objectif, permettre aux consommateurs des réseaux de ne pas être surfacturés lorsqu'ils voyagent dans l'Union européenne. La mesure s'applique aux 27 États membres, ainsi qu'à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège, mais pas au Royaume-Uni, qui a définitivement cessé d'appliquer les règles européennes depuis le 1er janvier. Le compromis prévoit par ailleurs que les consommateurs pourront bénéficier à l'étranger des mêmes services que dans leur pays, comme par exemple l'accès à la 5G. Un lieu à peine réel, creusé à Mem-la-Roche, il y a presque 1000 ans. Nous sommes au nord de l'Éthiopie, dans la ville de Lalibela, le site le plus sacré pour les orthodoxes éthiopiens. Il s'organise autour de 11 églises monolithiques, un endroit hors du temps, mais pourtant rattrapé par la guerre dans le pays. Après plus de 3 mois d'occupation par les forces tigréennes, Lalibela vient d'être reprise par une coalition de miliciens et de soldats de l'armée régulière, un symbole dans ce pays où la religion est omniprésente. Les gens souffraient, étaient humiliés, ils étouffaient. Ils commencent à peine à se déplacer librement et à sortir, maintenant que les miliciens et les forces spéciales sont arrivés. Durant l'occupation de la ville, les religieux ont été laissés seuls pour s'occuper du site. Aujourd'hui, les églises ont été préservées, car sacrées aussi aux yeux des soldats tigréens qui sont orthodoxes pour la plupart. Je crois en Dieu et j'avais la foi que rien ne se passerait dans ce lieu saint. Je suis désolé pour les Tigréens, en tant qu'être humain et en tant que personne d'église. Nous avons beaucoup souffert, mais pendant une courte période, tandis que pour eux, c'est depuis longtemps. Si les édifices religieux n'ont pas souffert, les habitants, eux, disent avoir vécu dans la peur durant des semaines. Symbole de la violence des combats, l'aéroport de la ville est aujourd'hui complètement à l'abandon. Difficile d'imaginer que des milliers de touristes transitaient par ce hall il y a encore peu de temps. Il va falloir maintenant reconstruire, mais surtout panser les plaies. En 13 mois de conflit, la guerre en Éthiopie a fait des milliers de morts et 2 millions de déplacés.